Il y a des choses qui semblent inventées, jusqu'à ce que la vie te les jette au visage. Et je sais que beaucoup de gens de l'autre côté vont douter de ce que je vais raconter aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Le doute, c'est pour ceux qui n'ont jamais eu l'âme secouée par un miracle ou par une tragédie. C'était censé être un jour de fête. Champagne qui explose, flash de photographes, gâteau avec plus d'étages qu'on ne peut en manger. Le manoir des Fontenelles brillait plus que le visage d'un politicien aux campagnes électorales. Les jumeaux venaient de naître. Deux garçons, blonds comme le père, délicats comme la mère, et riches dès le premier souffle. Pedro et Thomas, identiques à l'extérieur. Mais le temps allait prouver qu'à l'intérieur, ils étaient des mondes opposés. La mère, Madame Lorena, était de ces femmes qui semblent sorties d'un magazine. Froide, élégante et toujours à trois pas de ses enfants. Le père, Monsieur Alvaro Fontenelle, était un magnat de l'agro-business. Main usée par le travail de la ferme, mais un cœur aussi dur que son coffre-fort. « Un enfant a besoin de temps », disait-il, mais son temps n'était que pour les affaires, les réunions et les safaris de chasse. C'est là qu'elle entre en scène. Maria de los Dolores, la nounou. Un nom de souffrance, un regard de tendresse. Elle était venue de la campagne pour s'occuper des enfants des autres, tandis que le sien, là-bas, était élevé par sa grand-mère. C'est elle qui a tenu les jumeaux pour la première fois. C'est elle qui a vu Pedro avoir sa première fièvre. Et c'est elle qui a entendu le premier silence dangereux de la maison. Cette nuit-là, celle qui commence notre récit, la maison avait un silence étrange. Pluie fine, éclairs zébrant le ciel, et une odeur dans l'air qui n'annonçait rien de bon. Maria l'a ressenti. Elle ressentait toujours. Elle a gravi les escaliers en courant, a ouvert la porte de la chambre des enfants, et se figeait. Ils étaient là, pâles, froids, et sans respirer. Le temps s'est arrêté, et son cœur s'est emballé. Elle a crié, mais personne ne l'a entendu. Elle a couru dans le couloir, pieds nus, avec les deux dans les bras, un de chaque côté, comme une vierge portant ses propres miracles. Elle est descendue en criant, a essayé de réveiller les parents. Rien. C'était comme si toute la maison avait été hypnotisée par une force invisible. Et c'est alors qu'elle a fait quelque chose que personne dans ce manoir n'attendait. Et non, ça n'était pas appeler une ambulance, ni courir à l'hôpital. Elle est sortie en courant sous la pluie. Avec les deux dans les bras, elle est allée frapper à la porte de la seule personne qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Parce que ce qu'elle allait trouver là-bas, allait changer le destin non seulement des enfants, mais de toute la famille Fontenelle. À jamais. Veux-tu savoir ce qu'elle a vu à cette porte? Tu connais ce genre de promesses qu'on fait en pleurant, en crachant par terre, en disant « plus jamais ». Eh bien, oui, c'est exactement dans cette maison que Maria de los Dolores est allée frapper à 3 heures du matin, avec les jumeaux glacés dans les bras, le cœur sur le point d'exploser et l'âme implorant un miracle. La maison était vieille, à moitié en ruine. La peinture écaillée comme quelqu'un qui en a assez de cacher ses peines. Et malgré tout, c'était le seul endroit où elle pouvait tenter de sauver les enfants. Elle frappa. Une fois, 2 fois. À la 3e, la porte s'ouvrit. Lentement. Comme si le temps lui-même avait peur de ce qui allait suivre. Et là se tenait lui, le père Olavo. Vieux, grincheux, un regard aussi dur qu'une brique d'église ancienne. Mais à soi-disant qui glaçait ceux qui avaient quelque chose à cacher. « Maria, tu sais que ce n'est plus ta maison », dit-il sans bouger un seul muscle du visage. Elle tremblait, trempée. « Ils sont en train de mourir, père. Ou ils sont déjà morts. Je ne sais pas, mais j'ai dit m'aider. » Le père regarda les 2 enfants. Le temps sembla arrêter une fois de plus.
Il ne dit rien. Il tourna simplement les talons et laissa l'espace pour qu'elle entre. La vieille maison de son enfance, là où elle avait appris à marcher, à prier et à fuir. Car c'est là que son père, un alcoolique violent, avait presque ôté sa vie une nuit de Mali. Et c'est le père Olavo qui l'avait tiré de là, celui qui avait juré qu'elle n'y remettrait les pieds. Mais maintenant, elle était là, avec 2 bébés ninanines dans les bras, et tout le passé qui revenait comme un ouragan de souvenirs. « Pose les gis sur la table », ordonna le père. Elle obéit. Ses mains tremblaient, ses yeux pleins de larmes. Le père sortit une vieille boîte en bois de l'armoire. Dans l'intérieur, un grand chapelet, un flacon d'huile consacrée et une feuille jaunie avec des mots écrits en latin. Maria ne comprenait rien, mais elle le voyait dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la foi, c'était un rituel. « Tu crois ?» demanda-t-elle en la regardant profondément dans les yeux. « Je crois en ne plus qu'en moi-même », répondit-elle sans hésiter. Le père commença à prier, à voix basse, intense. La pièce sembla changer de température. L'odeur d'encens replit l'air. Une bougie qui n'avait même pas été allumée s'enflamma toute seule. Elle le sentit. C'était comme si quelque chose là revenait. Soudain, Thomas poussa un soupir, faible, mais réel. Puis Pedro, un léger mouvement des doigts. Elle tomba à genoux, en pleurant, tremblante. Le père continuait sans arrêter, yeux fermés, sueur coulant sur son front. Et puis les deux se mirent à pleurer, tout doucement, en même temps, en vie. Leur brut avait retenu, et ce n'était pas un brut ordinaire. « Dit-il, que vous dites ?» demanda Maria effrayée. Il la regarda avec ce regard quelqu'un qui en mettait plus qu'il ne devrait. Ces enfants portent quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde. Et c'est là que Maria a compris. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement une question de sauver leur vie. C'était affronter un secret gardé depuis bien avant leur naissance. Mais quel était ce secret? Et pourquoi ces bébés avaient-ils veuillé mourir sans raison apparente? Cette nuit-là, la respiration des jumeaux revint. Mais la paix de Maria de los Dolores, elle, s'en alla. Le père Olavo resta là assis sur la vieille chaise en osier, les yeux fixés sur la bougie qui tremblait toute seule. Ces enfants n'étaient pas simplement malades, Maria. Ils ont été touchés par quelque chose que personne n'ose nommer. Elle ne comprenait pas, ou faisait semblant de ne pas comprendre. Car au fond, tout au fond, elle avait déjà senti cette ombre avant. « Mais qu'est-ce que ça peut être, père? Ce sont que des bébés !» insista-t-elle, la voix tremblante. Il répondit sans ciller. « Et c'est justement pour cela que c'est plus facile d'entrer en eux. Les hommes purs sont les plus vulnérables. » Maria sentit un frisson le long du dos. La même sensation qu'elle avait eue des mois auparavant, lorsqu'elle avait vu Madame Lorena, enfermée dans sa chambre, tenant une boîte en bois, murmurant des paroles étranges, alors que les jumeaux étaient encore dans son ventre. À ce moment-là, elle avait cru que c'était son imagination. Les femmes enceintes parlent toutes seules, avait-on dit. Mais maintenant, tout revenait comme une avalanche. « Ils sont marqués, Maria, » dit le père à voix basse. « Cette famille porte une malédiction ancienne, et les enfants paient le prix. » Maria ouvrit grand les yeux. « Une malédiction ?» Le père se leva lentement et alla jusqu'à une armoire. De là, il sortit une enveloppe jaunie. Entre les mains, une coupure de journal ancienne, avec un titre en grosses lettres tordues. « Père de jumeaux meurt dans le manoir des Fontenelles. Le secret enfoui avec les corps. » Année 1973. Maria lut incrédule. « C'étaient les enfants du grand-père d'Alvaro. Ils sont nés le même jour que tes garçons. Même lune, même manoir, même chambre. » Elle ne pouvait plus parler. On raconte que la grand-mère a passé un pacte pour pouvoir concevoir des héritiers. Mais tout pacte se paie cher. Maria s'assit au sol. Son cœur semblait vouloir s'enfuir de sa poitrine. Et maintenant,
Cette dette est tombée sur Pedro et Thomas. Le silence devint lourd. Seul le crépitement de la bougie remplissait la pièce. Et il y a autre chose, Maria. Quelque chose que tu dois savoir avant de retourner dans cette maison. Quoi donc? Demanda-t-elle, presque sans voix. Il s'approcha. Sa main lourde se posa sur son épaule, et ses mots tombèrent comme une sentence. L'un de deux porte la marque de ce qui est à venir. Et lorsqu'il grandira, il choisira de détruire la famille Fontenelle ou la sauver. Mais lequel des deux porte cette marque? Et comment une simple nounou pourra-t-il protéger deux enfants d'un pacte qui rampe depuis des générations? Le lendemain matin, le ciel s'était levé gris, comme si même le soleil avait peur de regarder ce qui s'était passé. Maria de los Dolores sortit de la maison du père Olavo avec les jumeaux enveloppés dans une vieille couverture, le visage pâle et les yeux rouges d'une nuit sans sommeil. Mais ce n'était pas que de la fatigue, c'était un poids, le poids d'un secret qu'elle n'avait jamais demandé à porter. Quand elle revint au manoir des Fontenelle, les domestiques étaient déjà en alerte. La gouvernante faillit s'évanouir en voyant la nounou émerger de la brume, les bébés dans les bras. « Mon Dieu, Maria, qu'as-tu fait? Madame Lorena s'est réveillée et les enfants n'étaient plus là. On croyait que tu les avais enlevés. » Maria ne répondit pas. Elle passa tout droit. D'un pas ferme, elle monta les escaliers et emmena les jumeaux dans leur chambre. Elle les déposa chacun dans leur berceau avec le soin d'une mère, même si elle n'était que la nounou. Leur respiration était calme. Leur visage encore fragile, mais un léger rose revenait aux joues. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rangé l'oreiller de Pedro, qu'elle le vit. Sur son cou, une marque, très petite, presque imperceptible. Elle ressemblait à une étoile à 5 branches. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa bouche. Elle se tourna vers Thomas. Rien. Pedro était le marqué. Ce que le père avait dit était vrai. L'un des deux portait le poids d'un pacte qu'il n'avait même pas choisi. Mais Maria le savait. Cela pouvait encore changer. Elle alla dans la salle de bain, se lava le visage, se regarda dans le miroir. Son reflet montrait de la fatigue, de la peur et une force qu'elle ignorait posséder. Et alors elle entendit des pas, des talons, un parfum fort envahit l'air. Madame Lorena entra dans la chambre, le visage aussi fermé qu'un coffre suisse. « Où étais-tu avec mes enfants folles ?» Maria se tourna lentement. « Je sauvais leur vie, madame. » La femme ouvrit grand les yeux. « Tu as perdu la tête, voir tuer. T'es viré. Je veux que tu quittes cette maison, cette semaine même. » Mais avant que l'ordre ne soit exécuté, le petit Pedro se mit à pleurer. Un pleur différent, fort, presque adulte. Lorena se tourna vers lui et à cet instant, elle pâlit. « Sans coup, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. » Maria le vit. Cette marque, elle l'avait déjà vue quelque part. Ce n'était pas une surprise pour Lorena. La femme s'effondra sur une chaise, s'asseyant brutalement, les yeux fixés sur la bébé. « Tu sais ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Maria ne répondait pas, mais en elle, la certitude grandissait comme des racines anciennes d'un arbre. Cette famille le savait, et pour une raison quelconque, ils avaient caché le secret jusqu'à ce qu'il ressurgisse dans la chair innocente d'un bébé. Mais que signifie exactement cette marque? Et pourquoi Lorena semblait-elle plus effrayée que surprise? Madame Lorena resta immobile dans le fauteuil, les yeux fixés sur le cou de son fils, comme si elle voyait un fantôme en chair et en os. La marque, cette étoile déguisée en tache, était plus qu'un signe. C'était une sentence. Et ceux qui connaissaient la lignée des Fontenelle savaient ce que cela signifiait. Maria de los Dolores ferma la porte de la chambre. Elle savait qu'il était temps d'entendre ce qui n'avait jamais été dit. « Dites-moi, madame, qu'est-ce cette marque? Pourquoi vous êtes-vous figée en la voyant ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais pleine de douleur. Lorena hésita. Pendant un instant, son visage s'effondra. Le masque de froideur glissa comme du maquillage sous la pluie. « Cette marque, elle est apparue sur mon frère quand il avait l'âge de Pedro. J'étais juste une enfant, mais je me souviens que ma mère est devenue folle. » Maria écoutait chaque mot avec attention. Elle l'a enfermé dans une pièce pendant des semaines. Elle a fait venir des médecins, des guérisseuses, des prêtres. Rien ne faisait disparaître la marque. « Et qu'est-il devenu ?» demanda Maria. Lorena inspira profondément. Elle regarda le sol. Sa voix sortit faible, étouffée. « Il est mort à 6 ans.
Une nuit où toute la maison s'est réveillée en entendant des cris. Ils ont dit que c'était une forte fièvre. Mais j'ai vu son lit prendre feu sans que personne soit proche. Maria frissonna. Et votre mère? Elle n'en a jamais reparlé. Elle a enterré le corps, brûlé tout ce qu'il y avait dans la chambre et juré que la lignée des Fontenelle serait purifiée. Mais elle s'arrêta. Sa main tremblait. Mais cette malédiction revient. Elle revient toujours. À certains intervalles, un enfant naît avec la marque. Et quelque chose de terrible se produit. Maria avala difficilement. Et pourquoi avez-vous eu des enfants, sachant cela? Je ne voulais pas. Alvaro m'a forcé. Il disait qu'il avait besoin d'héritiers. Et moi, j'ai eu recours à une femme. Une de ces sorcières de luxe. Elle m'a donné un rituel. Un talisman. C'était une boîte de bois, n'est-ce pas? Interrompit Maria. Lorena le regarda effrayée. Comment le sais-tu? Je l'ai vu. Dans votre chambre, avant que les enfants naissent. La vérité était désormais nue, sans voile, et sans personne pour les dissimuler. Le pacte ne devait pas donner des jumeaux. Il doit y avoir qu'un seul, un héritier fort. Mais quelque chose a mal tourné, et maintenant, l'un porte la marque, l'autre le miroir. Maria s'assit à côté du berceau. Elle regardait les deux enfants dormant paisiblement. Ils sont innocents. Ils ne méritent pas de porter cette croix. Lorena baissa les yeux, et pour la première fois, elle pleura. Et toi, tu crois que je le mérite? Grandir dans la peur d'avoir des enfants, d'aimer, de me réveiller avec la maison en flammes? Le silence devint lourd. Vous n'avez peut-être pas choisi cela, Madame Rowena, mais maintenant, vous avez le choix de ce que vous ferez de cette vérité. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Alvaro Fontenelle. Costume impeccable, visage de celui qui commande le monde, et méfiance dans le regard. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Maria se leva lentement. « Votre fils porte la marque, et votre épouse sait ce que cela signifie. » Il regarda Lorena, puis les enfants. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se crispa, et nous savons que quand un homme puissant garde le silence, c'est que la peur est arrivée avant les mots. Mais qu'allait-il faire Alvaro avec cette révélation? Et jusqu'où allait-il prêt à aller pour garder le nom des Fontenelle intact? Alvaro resta là, sur le pas de la porte, telle une statue de bronze. Seuls ses yeux bougeaient. De Maria à Lorena, des berceaux à les l'ombre tendue. Le silence dans le manoir était si dense qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge du salon comme un drone de guerre. Une marque, une malédiction. « Ce que vous dites est dangereux !» dit-il avec le calme glacé de celui qui cache un ouragan derrière son costume. Maria le défia du regard. Il n'y avait plus de place pour les mensonges. « Votre fils porte la marque qui est apparue sur le frère de votre épouse. Cette étoile est un avertissement. Quelque chose de très grave rôde autour de ses enfants. » Il fronça les sourcils. « Vous parlez comme des membres d'une secte. Ce sont des superstitions de bas étail. Cette maison est faite pour les affaires, non pas pour la sorcellerie. » Lorena se leva, encore tremblante. « Alvaro a raison. J'ai vu cette marque quand j'étais une enfant. J'ai entendu mon frère hurler jusqu'à ce que le crédit de la maison craque. Je n'en ai pas parlé parce que je croyais que tout avait été enterré. Mais maintenant, c'est revenu. » L'homme soupira, longuement, comme s'il avait là une pierre. « On ne parlera de ça à personne. À personne, vous m'avez bien entendu ?» Maria ouvrit des grands yeux, incrédule. « Et si ça recommence? Et si la marque se manifeste? Et si l'enfant... » « C'est mon fils, » coupa Alvaro, la voix montant, glaciale. « Et mon fils n'a aucune malédiction. Il a le nom Fontenelle. Et cela suffit. » Lorena tenta de protester, mais il leva la main. « C'est fini. Plus un mot là-dessus, ni dans cette maison, ni ailleurs. Maria, tu restes ici, mais une parole de plus à ce sujet, et tu disparais de ma vie. Compris ?»
Maria ravala sa salive. Elle savait que désobéir signifiait partir, mais obéir, c'était se taire face au danger. « Oui, monsieur, » répondit-elle, mais à l'intérieur, son âme hurlait. Cette nuit-là, le manoir resta muet. Les serviteurs murmuraient dans les corridors, mais aucun n'avait le courage de poser une question. Dans la chambre des jumeaux, Maria veillait comme une sentinelle, assise dans le fauteuil à bascule, les yeux grands ouverts, et l'ouïe en alerte, jusqu'à ce que Pedro mouve et murmure quelque chose. Oui, il murmura, alors qu'il ne savait même pas encore parler. « Feu, papa, cagé !» Elle faillit laisser tomber son cœur. Un bébé qui murmure des mots, et n'importe lesquels. Feu, papa, caché. Que signifient ces mots, prononcés par Pedro? Et qu'a donc caché Alvaro, que même son propre fils semble ressentir? 3 jours passèrent depuis cette nuit-là. Le nom de la marque fut balayé sous le tapis le plus épais du manoir. Mais tout silence n'éteint pas ce que l'âme sent. Maria continuait à observer. Pedro et Thomas dormaient, buvaient leur lait, souriaient, tout semblait normal. Mais seuls ceux qui veillent jour et nuit perçoivent ce qui se cache dans les détails. Pedro se réveillait en sueur froide. Thomas riait au milieu de la nuit, les yeux fixés au plafond vide. Et les deux ne pleuraient jamais en même temps. C'était comme si l'un ressentait ce que l'autre cachait. Cet après-midi-là, Maria décida de faire ce qu'elle ne devait pas faire. Elle se rendit dans le bureau d'Alvaro. L'endroit était sombre, sentait de cuir du whisky cher et des affaires inachevées. Au mur, des portraits de la lignée familiale. Oncle, grand-père, fondateur, colonel. Tous avec la même expression de ceux qui commandent plus qu'ils ne prient. Elle savait que, si on la découvrait là, elle serait renvoyée. Mais elle devait savoir. Elle commença à fouiller les tiroirs, dossiers, livres creux, jusqu'à ce que, dans un double fond d'armoire, elle trouve une boîte. Oui, une autre boîte, semblable à celle qu'elle avait vue dans la chambre de Madame Lorena des mois plus tôt. Sauf que celle-ci avait un symbole gravé sur le couvercle. La même étoile qui vivait maintenant sur le cou de Pedro. Elle faillit la lâcher. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une poignée de papier jauni avec des inscriptions en latin, une mèche de cheveux enroulée et une photo ancienne, très ancienne. Un couple. Et dans leurs bras, un bébé. Au dos de la photo, écrit à la main « Pour que l'héritier apporte force et fortune, brûler le sang de la lignée est le prix. » Maria recula, faillit trébucher. Sacrifice. Lignée. Les mots dits par le bébé prenaient maintenant tout leur sens. Feu, papa, caché. Alvaro savait. Il savait que la marque existait. Il savait ce qu'elle exigeait. Et plus encore, il savait que le prix du pacte avait peut-être déjà été payé autrefois, mais qu'il revenait maintenant avec intérêt. Cette nuit-là, Maria ne put dormir. Assise au sol dans la chambre des enfants, elle priait à voix basse, agrippée au chapelet de sa mère. La bougie qu'il utilisait pour lire tremblait, même sans courant d'air. Et à 3 heures du matin, Pedro ouvrit les yeux. Il ne pleura pas, il ne sourit pas, il tendit simplement le bras et montra la fenêtre. « Là-bas, » dit-il dans un murmure. Maria tourna lentement la tête.
Là-bas, dans le jardin, il y avait une silhouette debout, en costume sombre. Elle ressemblait à Alvaro lui-même, mais elle restait immobile, regard fixé sur la chambre. Maria clignait des yeux. La silhouette avait disparu. Elle courut jusqu'à la fenêtre. Rien. Seulement le vent agitant la cime des arbres. Mais sur la vitre, il y avait une marque. Un dessin. Tracé comme avec le doigt d'un enfant. Une étoile. La même. Encore une fois. Maria tomba à genoux. Elle comprit. Le pacte n'était pas endormi, il était actif. Et il rôdait autour de la chambre des jumeaux, attendant le moment de réclamer ce qui lui était dû. Mais est-ce Pedro qui sera réclamé? Ou Thomas qui paiera le prix? Et qui était cette silhouette dans le jardin? Une vision? Un avertissement? Ou quelque chose de bien plus sombre? Cette apparition dans le jardin secoua Maria comme rien auparavant. Elle avait déjà vu beaucoup de choses dans sa vie. La pauvreté, des accouchements difficiles, des enfants oubliés. Mais ça, c'était une autre sorte de peur. Une peur ancestrale. De celle qu'on n'apprend pas, qu'on hérite. Le lendemain, Maria décida qu'elle n'allait plus attendre. Ni l'autorisation du patron, ni le chantage de la maîtresse. La vérité devait sortir, ou au moins être entendue. Et c'est alors qu'elle fit l'impensable. Elle se rendit au commissariat. Elle arriva tôt, avec son carnet de notes dans son sac, les yeux rouges et la voix ferme. Elle demanda à parler au commissaire le plus ancien, un certain Elia, homme grognon mais réputé juste. « Je viens parce que 2 enfants sont en danger, et ce n'est pas un danger ordinaire. C'est une affaire de famille qui cache des secrets sous le tapis depuis des générations. » « Vous parlez des Fontenelle ? » ?»« Oui, et je travaille chez eux. Je suis la nounou. » Elle lui tendit le carnet, les notes, les dates, même une photo de la boîte qu'elle avait prise en cachette dans le bureau d'Alvaro. Et ce qu'elle entendit comme réponse fut ce qu'elle lui fit le plus mal. « Ma fille, ce sont des superstitions. Et s'en prendre à cette famille, c'est demander à disparaître sans laisser de traces. Je ne peux rien faire avec ça. Et quand ce sera trop tard, quand on retrouvera ces enfants morts comme en 73. » L'homme se tut, mais son regard le trahissait. Il savait que quelque chose ne clochait dans ce manoir, mais le nom Fontenelle avait plus de pouvoir que la loi dans une petite ville. Maria sortit de là le cœur en morceaux. Mais ce fut devant le commissariat que quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme, appuyée contre une vieille voiture, lui fit signe. « C'est toi la nounou des jumeaux ?» demanda-t-elle. Maria sursauta. « Qui êtes-vous » La femme tendit la main. « Je m'appelle Johanna. J'ai été employée chez les Fontenelle 1992. J'ai gardé un autre bébé qui est né là, et qui, aussi, est mort avec une marque sur le cou. » Maria ouvrit de grands yeux, terrorisée. Personne n'en a jamais parlé. Johanna hocha de la tête. Ils ne parlent jamais. Ils effacent. Ils enterrent. Ils inventent des maladies. Mais moi, je me souviens de cet enfant. Et je me souviens du feu. Maria tremblait. Il répète le même schéma. Johanna lui prit la main. « Tu dois sortir ces enfants de là, avant que commence le prochain rituel. Et si le père m'empêche, alors affronte-le. Sinon, il y aura une autre photo ancienne, une autre boîte et un autre nom effacé de la ligne. » Maria réussira-t-elle à protéger les jumeaux avant que l'histoire se répète ? Ou serait-elle juste un autre nom oublié dans la poussière des Fontenelle ? Cette nuit-là, Maria revint au manoir différente. Ses pas étaient les mêmes, mais son regard était autre. Ce n'était plus celui d'une nounou, c'était celui d'une mère adoptive.
d'une lionne sans cage, de celle qui a vu la fin approcher et décide que le début doit changer. Elle traversa les couloirs sans parler à personne. Elle monta directement dans la chambre des jumeaux et resta là, debout, les observant. Pedro dormait le poing fermé, Thomas la bouche entr'ouverte, rêvait à voix basse. Et dans ce silence paisible, elle prit sa décision. Elle allait sortir les enfants d'ici, même en cachette, même avec seulement ce qu'elle pouvait porter dans ses bras. Car attendre l'autorisation de celui qui cache des cadavres, c'est demander la bénédiction de celui qui bâtit une église sur un cimetière. Maria passa le reste de la nuit à préparer ce qu'elle pouvait. Biberons, vêtements, documents, tout ce qui tenait dans un vieux sac à dos. À 5 heures du matin, encore dans l'obscurité, elle enveloppa les jumeaux dans de grosses couvertures. Thomas se réveilla avec un petit pleur. Pedro non. Il restait silencieux, mais ses yeux étaient ouverts, fixés sur la porte, comme s'il savait déjà. Elle murmura « On s'en va d'ici, mes amours, et personne ne vous effacera. » Elle descendit par les escaliers de service, ceux que les employés utilisaient. Mais, arrivée à la porte arrière, elle s'arrêta. La porte était fermée avec un cadenas, et elle ne l'était pas la veille. Elle regarda derrière, effrayée. Et c'est alors qu'elle entendit « Tu cherches la liberté, Maria ?» La voix venait de l'ombre. Alvaro, en costume comme toujours, mais avec des yeux plus sombres que d'habitude, des yeux qui ne clignaient pas. « Vous avez fermé la sortie ?» demanda-t-elle avec un souffle court. « Tu en sais trop, et maintenant tu veux emporter ce qui m'appartient. »« Ce ne sont pas des objets, ce sont des enfants. Ce sont vos fils. » Alvaro avança lentement vers elle. « Ce sont des héritiers, et les héritiers remplissent leur destinée, quel qu'en soit le prix. »« Même si c'est leur vie ?» Il sourit, froidement. « La lignée exige des sacrifices. Elle en a toujours exigé. Mon grand-père en a brûlé un. Mon père a simulé un accident. Moi, je ne fais qu'être cohérent. » Maria recula. Les enfants commencèrent à pleurer. Leurs pleurs résonnaient sur les carreaux, comme un appel au secours. Et alors, quelque chose se produisit. Thomas cessa de pleurer, et Pedro se mit à trembler dans ses bras. Ses yeux changèrent. Ils devinrent vitreux, et sa voix, oui, sa voix, parla à nouveau. « Cours, Maria. » Elle faillit les lâcher. Pedro avait parlé, d'une voix claire, d'adulte. Alvaro se pampalit. « Il se réveille !» murmura-t-il. Et alors Maria courut. Elle ne réfléchit pas, elle courut. Elle monta, tourna, traversa la cuisine, passa par la buanderie et se rappela de la petite fenêtre des toilettes, petite mais sans verrou. Avec effort, elle fit passer les enfants d'abord, puis elle-même. Elle tomba de l'autre côté, se blessa à la jambe, mais se releva. Elle courut le long du manoir, traversa la pelouse, sauta la petite clôture et disparut dans l'obscurité d'un matin qui n'était pas encore né. Elle s'était enfuie, avec 2 bébés dans les bras, avec une marque sur le cou et avec un destin qui, désormais, lui appartenait. Maria courut jusqu'à ce que ses jambes ne répondent plus. L'asphalte mouillé de la route lui coupait les pieds comme une lame. Mais la douleur était moindre que la peur, et la peur moindre que l'instinct. Avec Pedro d'un côté et Thomas de l'autre, enveloppés dans des couvertures, elle parcourut 3 rues, jusqu'à trouver refuge dans un vieil arrêt de bus abandonné. Là, elle s'assit, allaitante, le regard cherchant un plan, n'importe lequel. Elle sortit son vieux téléphone du sac. Pas de réseau. Bien sûr, il avait déjà dû être bloqué. Alvaro ne laissait jamais de fil pendant. Elle regarda les enfants. Tous 2 dormaient maintenant. Pedro avait le visage rosé, mais les mains froides. Thomas remuait les lèvres, comme s'il rêvait. Maria embrassa leur front.
Calmez-vous, mes amours. Je vais trouver une issue. » Et alors, elle se souvint. Le père Olavo. Le seul à connaître cette histoire depuis le début, le seul qui pouvait aider maintenant. Mais il vivait loin, en zone rurale, sur un chemin de terre, entre forêt et miracle. Sans les réfléchir, elle prit les enfants et marcha jusqu'à la gare routière. Arrivée là, elle acheta un billet avec ses derniers sous. Elle couvrit son visage avec un foulard et monta dans le bus comme on dit adieu à sa propre identité. 3 heures plus tard, elle y était. Devant l'ancien portail en bois, la peinture écaillée, les poules caquetant au fond, elle frappa. 2 fois. Le père Olavo ouvrit la porte avec le regard de celui qui attendait déjà. « Tu as couru, et tu les as emmenés avec toi. » Maria éclata en sanglots. « Ils allaient les tuer, père. Alvaro, il connaît la marque, il accepte le pacte, il allait laisser faire. » Le père hocha la tête. Il les fit entrer, referma le portail d'un coup sec, comme on ferme un vieux livre qui insiste pour s'écrire seul. Dans le salon, la cheminée était allumée. L'odeur de rhum marin et de bois brûlé remplissait l'air, et le temps semblait avoir reculé d'un siècle. « Père, que dois-je faire maintenant? Je ne peux plus revenir. Mais eux, ils ne sont pas coupables. Ils veulent juste vivre. » Le père s'assit, prit un verre d'eau et regarda les enfants. « La marque est plus forte. Elle bouge. Elle parle déjà. Pedro m'a dit de fuir avec des mots, clairs, avec des yeux vides. » Le père ferma les yeux un instant. Quand l'âme de la marque s'éveille, elle communique. Elle essaie d'avertir, d'aider ou de faire peur. Mais il veut aider, n'est-ce pas? Il ne veut pas faire de mal. Pas encore. Mais cela dépend de la manière dont le monde le traitera. Maria sera Pedro plus fort. Alors, le choix nous appartient. Oui, mais ce ne sera pas facile. Les Fontenelle vont te chercher, t'attraquer et tenter de reprendre les enfants. La marque leur appartient, selon eux. Et pour préserver la lignée, ils sont capables de tout. « Qu'ils viennent !» répondit Maria debout, les yeux pleins de larmes mais résolus. « Je n'ai pas leur sang, mais j'ai un cœur. Et tant que ce cœur battra, ils ne les toucheront pas. » Le père sourit pour la première fois depuis des années. « Alors, il est temps de se préparer, car la guerre qui s'annonce ne se livre pas seulement avec du courage. Tu as besoin de foi et de vérité. » Le père Olavo mena Maria et les jumeaux jusqu'au vieux hangar au fond de la propriété. Là, parmi des outils couverts de poussière et des statues de saints fendillées par le temps, se prouvait quelque chose que peu connaissaient. Une pièce cachée, scellée depuis les années 80. « Ici, c'est là où ta mère s'est cachée un temps, » dit le père en poussant un mur dissimulé avec effort. « Quand elle a fui ton père, tu t'en souviens ?» Maria frissonna. C'était comme entrer dans l'utérus de sa propre histoire. Des murs en torchis, un lit en fer, un autel improvisé avec des bougies et un vieux journal sur la commode. Elle toucha le journal. C'était le sien? Oui. Et maintenant, il est à toi. Là-dedans, elle passa la nuit. Elle lut chaque page du journal, découvrit des secrets qu'elle n'imaginait même pas. Sa mère avait aussi eu des visions, quand elle était jeune. Elle avait aussi vu des marques. Elle avait aussi ressenti l'appel du feu, mais avait choisi de fuir. Maria comprit que son histoire avec les Fontenelle était plus ancienne qu'elle ne le pensait. Le sang n'était pas le même, mais les douleurs se ressemblaient trop pour être une coïncidence. Le lendemain matin, le père l'appela à la grange. « On va commencer à préparer ce qui vient. » Il lui tendit un talisman, fait de cuir tressé, avec un fragment de pierre rouge au centre. Il a été fabriqué par quelqu'un qui a survécu à la marque, une femme qui a résisté. Elle s'appelait Adalgisa. Elle est morte à 97 ans, sans jamais se rendre. « Cela protégera Pedro ?» demanda Maria.
Cela te protégera, toi, car si tu tombes, il tombe avec toi. » Les jours passèrent en silence caché. Le père enseignait à Maria des prières de protection, comment purifier l'air, lire les symboles. Mais il lui apprenait aussi à résister à la peur. La marque se nourrit de notre faiblesse. Si tu paniques, elle grandit. Pedro, lui, changeait. Ce n'était plus un simple bébé. Il y avait quelque chose dans son regard, une conscience précoce, un savoir ancien. Thomas restait léger, comme s'il ne sentait rien. Mais Pedro observait. Et une de ces nuits, Maria se réveilla et le trouva assis dans le berceau. Oui, assis, sans appui, et parlant. « Le feu arrive, maman. » Elle tomba à genoux. Pas de peur, mais parce qu'il avait dit « maman ». Pedro n'avait jamais appelé qui que ce soit ainsi. Et dans ce mot, il y avait plus que de l'affection. Il y avait une demande, un avertissement. Le père arriva en entendant. Il vit la scène, il confirma. La marque est complètement éveillée. Il est maintenant entre deux mondes. Et le temps dont nous disposons est court. Le lendemain matin, un papier apparut collé sur la grille du père. Écrit en encre rouge. Nul n'échappe au sang. La terre réclame ce qui lui a été promis. A.F. Alvaro Fontenelle les avait retrouvés. Le papier collé sur la grille du père brûlait comme du fer rouge dans la main de Maria. Alvaro les avait retrouvés. Et quand un homme comme lui retrouve, il ne vient pas avec des fleurs. Il vient avec une lame. Le père tenta de garder son calme, mais Maria vit la panique s'installer dans ses yeux. C'était de la peur, oui, mais aussi la lassitude de celui qui a déjà combattu le mal et le voit revenir affamé. « Il sait où nous sommes, » dit Maria. « Que fait-on maintenant, père ?»« Maintenant, on tient l'âme, et on prépare le corps. Car la guerre est là. » Elle retourna dans la chambre, où Pedro dormait avec Thomas. Mais en s'approchant du berceau, son cœur faillit s'arrêter. Pedro était debout, les yeux fermés, et sa peau brillait. Oui, elle brillait. Une lumière faible, rougeâtre, émanait de son torse, et la marque sur son cou brûlait comme un fer sur le bétail. « Pedro » murmura-t-elle. Il ouvrit lentement les yeux. Yeux noirs, sans iris, sans pupille. Et la voix, encore une fois, celle d'un adulte. « Il arrive, et il veut le miroir. » Maria recula. « Le miroir ? Thomas ?» L'enfant s'éteigna aussitôt. Thomas se réveilla en sursaut, pleurant. Maria courut les serra tous les deux contre elle. Ce fut alors que sonna le vieux téléphone de la maison, celui qui ne sonnait jamais. Le père décrocha. Il resta silencieux et dit ensuite seulement 3 mots. Ils sont là. Dehors, 2 voitures noires, vitres teintées, porte qui s'ouvre lentement. Des hommes en costume, silencieux. Et parmi eux, Alvaro. Un livre à la main, ancien à la couverture en cuir. Maria sortit sur le perron, le chapelet enroulé autour du poignet, les enfants dans les bras. « Vous ne les toucherez pas !» cria-t-elle. Alvaro leva le livre. « Voici le testament d'Ignacio Fontenelle, fondateur de notre lignée. Il est écrit clairement « Le sang de la marque appartient à la racine, et la racine doit boire le fruit. » C'est de la folie. C'est la tradition. La loi de la famille. Tu crois que l'empire que j'ai construit repose seulement sur l'argent ? J'ai vendu l'âme de la lignée. Et le prix, c'est le Solvili. Alors payez-le avec votre vie, pas avec la leur. Alvaro sourit. J'ai déjà payé. À chaque génération, on en offre un. On sacrifie un. Mon père a offert mon frère. Moi, j'ai offert mon premier-né. Mais 2 sont venus. Et maintenant, je dois choisir. Maria sentit ses jambes flancher.
vous allez tuer un d'eux? Non. Le pacte ne veut pas la mort. Il veut la fusion. Il veut que l'esprit de la lignée habite l'élu. Et l'autre devient le fraude. Le père sortit avec une croix de bois en main. Je ne toucherai pas à ces enfants. J'invoque, au nom de Dieu... Tais-toi, je fous. Tu as déjà rompu ton serment une fois. N'ose pas le briser à nouveau. Maria regardait le père. Que veux-tu dire? Le vieil homme baissa les yeux. Ses mains tremblaient. Alvaro acheva. Le père Olavo est le fils illégitime d'Ignacio Fontenelle. Il a fui la lignée, mais il sait que le pacte est réel. Et il sait que l'heure est venue de payer ce qu'il doit. Maintenant, qui dit la vérité? Le père est-il complice ou prisonnier? Et qui est le véritable élu? Pedro ou Thomas? Maria sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Le père, fils illégitime d'Ignacio Fontenelle, c'était comme découvrir que le seul pont pour s'échapper menait aussi droit vers l'abîme. Elle regarda le vieil homme les yeux pleins de larmes. « C'est vrai, père? Vous faites partie de ça ?» Il baissa la tête. Et pour la première fois dans toute cette histoire, il pleura. « C'est vrai. Ma mère était domestique dans la grande maison. Elle est tombée enceinte de lui, d'Ignacio. Ils m'ont caché, m'ont élevé loin, mais jamais assez loin. » Alvaro avança avec le livre à la main, voix ferme comme s'il lisait une sentence. « La lignée qui fuit paiera de double. L'héritier renégat portera en lui le double de la marque. Tu croyais pouvoir rompre le cycle, Olavo, mais les jumeaux sont nés à cause de toi. » Maria sentait le poids de cette révélation dans le dos. « Alors, Pedro et Thomas sont nés pour payer votre dette ?» Le père la regarda droit dans les yeux. « Non. Ils sont nés pour briser le cycle. » Comment? Parce que, maintenant, quelqu'un les aime sans rien demander en retour. Et le pacte ne résiste pas à l'amour véritable. Alvaro éclata de rire. « Ce sont des poèmes de dévots. Tu crois que l'amour protège de ce qui a été scellé par le sang et la terre ?» Maria s'approcha de lui, sans peur. Pedro dans un bras, Thomas dans l'autre. « Vous avez peut-être de l'argent, du pouvoir. Vous pouvez même acheter le silence de la police. Mais vous ne savez pas ce que c'est que de regarder un enfant et sentir le poids de sa vie dans les bras. Vous n'avez pas de cœur. Alvaro, vous n'avez qu'un nom. Et un nom ne crée pas d'âme. » Alvaro sortit un vieux poignard de sa ceinture. « Voyons alors si l'amour survit à la lame. » Mais, avant qu'il ne puisse avancer, Pedro, dans les bras de Maria, ouvrit les yeux. Encore une fois, mais cette fois, il y avait de la lumière, littéralement. Un aura rouge sortit de son corps. Thomas fut enveloppé avec lui, et Maria tomba à genoux, les yeux aveuglés par l'éclat. Alvaro recula. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le père se redressa malgré ses tremblements. « C'est le choix. La marque s'est réveillée et elle a choisi le camp de celle qui ne porte pas le sang des Fontenelle, celle qui protège, non par devoir, mais par amour. » La lumière enveloppa Maria et les enfants. Et alors, un vent puissant souffla. Les bougies de la maison du père s'embrasèrent. Le livre tomba des mains d'Alvaro et se désintégra tout seul. Le poignard fondit. Alvaro hurla. « Le pacte ne peut pas être rompu !» Mais il était trop tard. La terre trembla. Le ciel s'assombrit quelques secondes. Et ensuite, le silence.
Quand la lumière s'éteignit, Alvaro était tout seul, inconscient, le visage âgé, les yeux blancs. Maria, debout, encore les jumeaux dans les bras. Le père, agenouillé, murmurant des prières à voix basse. Et là, sur cette terre de boue et de mémoire, la lignée des Fontenelle connut sa première défaite. Le corps d'Alvaro fut emporté dans la vieille camionnette du père, encore inconscient. Il ne parlait plus, ne bougeait plus, mais respirait. « Il n'est pas mort ?» demanda Maria. Le père secoua la tête. « Non, mais l'âme qu'il portait, oui. Le pacte a été rompu, et avec lui, la conscience de celui qui l'alimentait. Ils l'abandonnèrent devant l'entrée d'un hôpital avec une note. Non, Alvaro Fontenelle. Diagnostic. Vide intérieur. Traitement, aucun. Et repartir. Maria, le père et les enfants quittèrent cette ville une fois pour toutes, prirent un chemin sans retour. Elle trouva un endroit modeste dans une autre région, un village où personne ne connaissait son nom. Là, elle devint institutrice et éleva Pedro et Thomas comme ses propres fils. Mais la marque, elle disparut? Non, la marque resta. Sur le cou de Pedro, elle brillait parfois sous la lumière de la lune, mais elle ne brûlait plus. Elle n'exigeait plus. C'était comme si elle était endormie ou observatrice. Thomas, lui, grandit heureux, vif, curieux. Pedro, silencieux mais intense. Il apprenait plus vite, parlait peu, mais ses mots pesaient des tonnes. Un jour, à l'âge de 5 ans, alors qu'il jouait dans le jardin, Pedro s'approcha de Maria et lui demanda « Maman, c'est vrai que les gens peuvent vendre leurs enfants ?» Elle s'agenouilla, le cœur lourd. « C'est vrai, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Je t'ai acheté avec ma peur, mais je t'ai sauvé avec mon amour. » Il sourit, puis dit « Alors, je te rends mon amour, et moi, je reste. » Elle fondit en larmes. Et à cet instant, la marque sur son cou disparut, complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette nuit-là, sur le mur de la petite école où elle enseignait, quelqu'un avait gravé, à l'aide d'un ongle, le feu d'or. Mais il rêve toujours. Des années passèrent. Pedro et Thomas grandirent comme des frères ordinaires, mais Maria savait. Elle voyait. Pedro avait quelque chose de plus. Il savait des choses qu'il n'avait jamais apprises. Il regardait les gens comme s'il les lisait. Un jour, à l'âge de 13 ans, il vint la voir dans la cuisine. « Maman, je me souviens. »« Tu te souviens de quoi, mon fils ?»« De lui, de l'homme en costume, de la boîte. Je me souviens d'avoir été 2 personnes et d'avoir choisi d'être moi. » Maria sentit ses jambes trembler. Mais il continua. « Je n'ai pas été choisi. J'ai choisi. Je ne veux pas hériter de secrets. Je veux écrire des vérités. » Elle le prit dans ses bras. Et à ce moment, un éclair frappa l'arbre du fond du jardin. Il se fendit en deux, mais personne ne fut blessé. Le père, désormais âgé, regardait tout de loin. Il savait que ce garçon n'était pas ordinaire, mais il n'était pas non plus un danger. Il était une réparation, une réponse. À l'âge de 20 ans, Pedro disparut de la petite ville. Il partit sans prévenir, sans lettre, sans adieu. Mais 5 ans plus tard, une rumeur circula. Dans le sud du pays, un jeune homme écrivait des livres étranges, parlait de choses que seuls les anciens connaissaient. Et un de ces livres portait ce titre « Le pacte de feu », signé Pedro M.,
Et dans la dédicace, pour celle qui m'a sauvé et pour celui qui m'a appris que fuir n'est pas une honte, mais une chance. Personne ne sut jamais où il était exactement, mais ceux qui lisaient ces textes disaient que parfois les pages chauffaient entre les doigts, comme si le feu n'était pas parti, mais devenu histoire. Et Maria, elle vécut jusqu'à 97 ans, en paix, et sur sa tombe, il n'était pas écrit « nounou » ni « mère », mais simplement « celle qui a aimé assez pour rompre le pacte ».